Libre-échange. Une personnalité se livre, ses créations, ses valeurs, ses engagements. Une émission avec Olivier Biscay. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur Radio Aviva, bienvenue sur Libre-Échange, une émission en partenariat avec Midi Libre. Je reçois ce soir Jean-Paul Boré, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le président des Amis de la Fondation pour la mémoire de la déportation, la délégation du Gard que vous présidez. Jean-Paul Boré, quelle drôle de situation politique, quelle drôle d'ambiance en ce moment. Est-ce que ça vous inquiète ? Oui, je pense que la situation est très très grave. Au moment où nous allons célébrer le 80e anniversaire de la libération de notre pays, avoir le sentiment d'un retour en arrière avec la menace d'arriver au pouvoir des héritiers de Pétain, effectivement, la situation est très grave. À qui en voulez-vous le plus ? À ceux qui, bien entendu, ont créé les conditions pour qu'aujourd'hui on soit dans un pays qui peut basculer. Je pense que le président de la République a commis une erreur absolument fondamentale de nous mettre dans une situation pareille. J'en veux évidemment à tous les tenants, les dirigeants de ce parti qui fait croire qu'il va changer la vie des gens alors qu'en fait, ils avancent masqués pour, au-delà des soi-disant mesures économiques qui répondraient aux questions des gens. Et on le voit jour après jour, tout cela se vide comme une baudruche pour en rester uniquement les anciennes position de ce parti qui vise à faire en sorte qu'on puisse monter les uns contre les autres, les étrangers et autres. Et d'ailleurs, on voit, en amont de l'élection, déjà dans le pays, des menaces, des exactions de gens qui commencent non seulement à libérer la parole, mais à libérer des actions qui laissent entrevoir ce qu'il pourrait advenir si ce parti arrivait au pouvoir. La peur s'est installée chez beaucoup de Français qui s'interrogent en effet sur le résultat final au soir du dimanche 7 juillet. Oui, la peur s'installe, oui. Parce que ce parti est dangereux. Il faut sortir du bois pour le dire. Il faut avoir le courage de le dire. Parce qu'effectivement, ce sont les héritiers de Pétain. On peut essayer de diaboliser comme tente de le faire Marine Le Pen depuis des années. Mais on sait qui a créé le Front National. Ce sont des gens qui étaient dans la division Charlemagne, la division de Waffen-SS, qui était chargée de faire la guerre contre les Français, Pierre-Émile Bousquet, et d'autres, qui étaient le premier trésorier du Front National, qui n'ont jamais été condamnés par ce parti. Et on entend dernièrement, de la part de Marine Le Pen elle-même, mettre en cause l'autorité du président de la République sur les questions étrangères, et notamment par rapport à l'Ukraine, quand on sait qu'elle est alliée de Poutine, même si elle s'en défend. Aujourd'hui, c'est ça qui risque d'arriver dans notre pays. C'est que ces gens qui avancent masqués trahissent ce qu'est la France, de la République, de la liberté, de l'égalité et surtout de la fraternité. Que dites-vous aux représentants des Républicains, Éric Ciotti notamment, qui ont, avant le premier tour, accepté de s'allier pour constituer, disent-ils, une force pour sauver la France ? C'est infâme. Il me fait penser à ceux qui, pendant la guerre, avant la guerre, disaient plutôt Hitler que le Front populaire. Ciotti est de cette trempe-là, c'est honteux. Le général de Gaulle, dont il est issu du parti, doit se retourner dans sa tombe. C'est honteux. Mais je le dis aussi, quand je lis ici ou là que certains républicains disent au deuxième tour on n'ira pas voter, là aussi il y a une atteinte à la République. Parce que Aragon le disait bien, dans La Rose et le Réséda, quand le blé est sous la grêle, fou celui qui fait le délicat. Et ça n'est pas la première fois que ça arrive. Si on prend la ville de Beaucaire, Julien Sanchez a été élu parce que la liste de droite en quadrangulaire a refusé de s'enlever. Au nom de quoi ? Donc effectivement, il y a danger. Et moi, je plaide pour qu'il y ait un désistement républicain dès dimanche soir, pour que dans toutes les circonscriptions où il est possible de battre le Rassemblement national, on le fasse.
Vous dites dès dimanche soir, 30 juin, nous enregistrons cette émission quelques jours avant le premier tour. Il y a une forte mobilisation, cependant, Jean-Paul Boré, on voit bien le nombre de procurations, on voit aussi les associations se mobiliser, tout un tas de corps constitués qui s'inquiètent de ce qui peut arriver au soir du 7 juillet. Est-ce que vous dites qu'il y a une prise de conscience aujourd'hui réelle ou elle est à vos yeux insuffisante ? Il y a une part effectivement de prise de conscience. Les 2 millions de procurations déjà engagées, c'est-à-dire 5 fois plus qu'en 2022, le montrent. En même temps, je crois qu'on a trop cru que nous étions dans un pays où c'était les bisounours qui dirigeaient, que rien ne pouvait nous arriver. Je ne suis pas sûr que tout le monde ait conscience du danger. Parce que cette idée complètement frelatée, on les a jamais essayées. Si, on les a essayées. Ils ont mis le pays à la solde des Allemands, des nazis, à l'époque, ces gens-là. Et ils avancent masqués, il faut pouvoir le dire. Ce ne sont pas des propos de comptoir, ce ne sont pas des propos qui voudraient alerter pour alerter, non, c'est la réalité. Jordan Bardella, aujourd'hui, alors qu'il avançait avec des propositions, la retraite à 60 ans, on va raser gratis, etc., ça y est, tout ça est déjà dans les oubliettes. Donc les salariés qui, parce qu'il y a la colère dans le pays depuis des décennies, les gilets jaunes et autres, eh bien ils se trompent de combat. Ils risquent de complètement se vouer à quelqu'un qui est contre eux. Parce que qui c'est le Rassemblement national ? Je le résume en une phrase. C'est la politique du renard libre dans le poulailler libre. Alors tout le monde est libre, mais c'est la loi de la jungle. C'est la loi du plus fort. La baisse massive des impôts qui est annoncée, c'est quoi ? C'est le recul des services publics. On les finance comment ? Et on voit que dans les pays, en gros, c'est le bras armé de la politique de Reagan et de Thatcher, avec en plus le racisme, l'antisémitisme et l'alliance avec des gens comme Poutine ou Bachar el-Assad. Vote de contestation, dites-vous, mais vote d'adhésion pour beaucoup d'experts, parce que finalement, on voit que beaucoup de Français considèrent qu'il est temps de renverser la table. On ne peut pas nier non plus que beaucoup de Français estiment qu'il est temps de changer, et beaucoup considèrent que c'est par eux que ça va passer. Vous l'entendez ? Comment on le gère, ça ? Comment on arrive à l'appréhender et comment on arrive à tordre les arguments ? Je suis de ceux qui pensent qu'il faut que ça change. Et je suis de ceux qui pensent qu'on peut en avoir marre qu'à chaque fois on nous dise que ça change. J'étais moi-même... en 2002, au soir du 21 avril, devant des milliers de personnes à prendre la parole, puisque j'étais un responsable politique à l'époque, pour dire que mon cœur saignait, mais que sans aucune hésitation, nous voterions Jacques Chirac au deuxième tour. Et depuis, combien de fois ça nous est déjà arrivé ? Et combien de fois les partis politiques ont dit plus jamais ça, on va changer, y compris Emmanuel Macron, qui à plusieurs reprises, comme d'autres précédemment, on vous a entendu, mais on ne change pas. Oui, il faut changer. Mais il faut changer dans le sens où il faut enfin écouter le peuple et puis dire la vérité sur les choses qui peuvent être faites ou pas. Et puis rappeler aussi que nous sommes dans un pays, même si je suis de nature assez revendicative, où quand même nous avons un certain nombre d'éléments qui nous permettent de mieux vivre que dans un certain nombre d'autres. Et puis aussi dans le fait que nous sommes en paix grâce à l'Europe. Et attiser la peur de dire tout vient de l'Europe, etc., comme on le fait, comme on a vu avec certaines catégories sociales, ça n'est pas la bonne voie. Et puis cette tendance à appeler les gens à s'opposer en permanence sans être capable de construire un projet qui pourrait rassembler massivement notre peuple, ça oui, je suis de ceux qui en ont marre aussi. Est-ce que vous renvoyez dos à dos, comme d'ailleurs l'a fait le président de la République, le Rassemblement national et le Nouveau Front populaire ? C'est une faute politique de sa part de dire cela. Comment peut-on dire que François Hollande, Carole Delga, Michael Delafosse seraient parmi ceux qui feraient prendre des risques à notre pays ? Et Jean-Luc Mélenchon alors ? Mais Jean-Luc Mélenchon, effectivement, c'est un problème. Vous savez, je suis très à l'aise par rapport à ça, puisqu'en son temps, je ne sais pas si je peux le dire à la radio, dans une autre vie, j'avais été exclu de mon parti parce que je n'avais pas voulu le soutenir. Donc je suis très à l'aise pour savoir que cet individu pouvait nous conduire au désastre. Mais je pense que maintenant les choses sont dépassées, les choses sont dites. Donc il faut que de toute façon, sans appeler à voter pour un ou pour l'autre, puisque ma fonction m'interdit de le faire, mais moi je pense qu'il faut appeler à se rassembler et faire en sorte que, comme nous sommes devant une situation extrêmement grave, eh bien on puisse entendre ce que nous disait dans un autre beau texte, Aragon, dans l'épilogue, « Vous n'aurez rien appris de nos faux pas compris, à votre tour, vous devrez payer le prix. »
Eh bien, je propose qu'on n'ait pas à nouveau à payer le prix parce qu'on aura l'intelligence de reconstruire quelque chose qui puisse embarquer, pour dire en termes positifs, notre peuple. Que dites-vous de l'antisémitisme dont on accuse LFI d'être les porteurs? Ils ne sont pas les seuls. C'est pas LFI, c'est des propos qu'on entend, que je condamne avec la plus grande force de ce point de vue. Ma nature et puis mes affinités avec mes amis juifs sur Nîmes prouvent que de toute façon on ne peut pas accepter l'antisémitisme d'où qu'il vienne. Je note aussi que le Front National se cache, se masque là derrière en faisant l'opposition avec le Maghreb, avec les musulmans, et tout en faisant, alors qu'il est né de l'antisémitisme de ce point de vue. Oui, je crois qu'il faut condamner autant le racisme que l'antisémitisme avec la plus grande vigueur. Là encore, des manifestations se sont déroulées ces derniers jours contre l'antisémitisme. On a noté des manifestations assez clairsemées. Vous n'attendez pas que les Français se réveillent, que les citoyens se lèvent, que les jeunes prennent conscience que nous sommes en effet dans un moment de bascule au-delà des législatives. Vous parlez du racisme, vous parlez de l'antisémitisme. Ce sont quand même des mots qui font mal à la France. Tout à fait. Ça met à mal les valeurs de la France. La France, c'est 3 termes: liberté, égalité, fraternité. On peut légiférer sur la liberté. On peut légiférer sur l'égalité. On ne peut pas légiférer sur la fraternité. Ça nécessite, contrairement à ce que dit Bardella, une école qui contribue à faire construire des citoyens pour que la fraternité règne dans notre pays. On peut débattre de la blouse ou du téléphone portable, mais on évite l'essentiel, c'est-à-dire quels moyens, quel programme pour construire des citoyens. Donc ce ne sont pas les sujets, d'uniforme ou de téléphone portable qui changeront le pays et qui accompagneront les enfants. Même s'il faut beaucoup de rigueur et le respect des uns et des autres, ce n'est pas ça qui va changer la face des choses, au contraire. Jean-Paul Boré, président des Amis de la Fondation pour la mémoire de la déportation, délégation du Gard. Vous avez raison de rappeler que ces élections législatives se déroulent dans un contexte particulier en France. Le 6 juin, il y a 3 semaines, on commémorait le 80e anniversaire du débarquement en France. Drôle de situation, et il faut pour autant défendre le devoir de mémoire. C'est ce que vous portez au sein de votre association. Bien sûr, et d'ailleurs à propos de cet événement majeur qu'est le débarquement du 6 juin 1944, qui a été un grand signe pour la résistance. Il y a eu ensuite celui du 15 août, et qui a permis à la résistance de faire grossir encore plus ses rangs, et qui a permis la libération. Oui, c'est un événement important. Mais pensez un instant, je le redis, je ne ferai que le répéter, qu'il pourrait y avoir un Premier ministre de la France qui commémore un si grand anniversaire le 25 août à Paris, le 25 août à Nîmes, ça n'est pas concevable. Et s'il était nommé, quelle est la position de Jean-Paul Boré? Quelle est la position de l'État? Quelle est la position des Français? On rentre en résistance? On applique? Comment vous imaginez la suite? Ça devait avoir lieu. Il y a une chose réelle, c'est qu'il serait élu démocratiquement comme Hitler l'a été en 1933. Et derrière, il y a eu tout ce qu'on savait. Vous savez, en 1938, il y a un livre qui s'appelle « Le peuple allemand accuse », qui a été écrit par des intellectuels allemands, qui expliquait, dans un silence de cathédrale, d'un point de vue des opinions, ce qui allait se passer. Oui, sans doute qu'il faudra rentrer en résistance sur un certain nombre de sujets, parce que nous avons des valeurs à défendre. Nous sommes le pays des Lumières, nous avons une constitution à défendre. Nous avons notre drapeau à défendre, bleu, blanc, rouge. C'est l'alliance des ouvriers avec le reste de la population. C'est liberté, égalité, fraternité. Oui, il y a des valeurs à défendre. Et effectivement, s'il y a des lois qui sont prises, comme l'ont fait, après tout, les résistants, à partir de 1940, parce qu'il y avait des lois, c'est pour ces raisons que des gens ont été déportés. C'est pour ces raisons-là que des gens ont été assassinés, comme Vincent Fayta, Jean Robert et 130 autres militants résistants dans notre département, parce qu'il y avait des lois scélérates. Alors je ne dis pas que Bardella va instaurer des lois de ce point de vue, mais on peut s'attendre à des lois libertaires. Notamment
contre la culture, contre les médias, contre en effet la liberté d'expression? Contre la culture, évidemment, puisque chacun sait que vous prenez tous les conseils municipaux, tous les conseils régionaux. J'ai été vice-président de la région, j'ai eu Julien Sanchez en face de moi, j'ai bien vu ce qu'il votait, ce qu'il ne votait pas, y compris pour les droits des femmes. À l'Europe, il y a eu 9 rapports sur les LGBTB. Les 9 ils ont voté contre. Et vous voyez bien qu'en France, y compris, ils votent contre le SMIC à l'Assemblée nationale. On voit bien que contre le logement social, ils le font également. Donc, effectivement, il y a des choses contre lesquelles il faudra lutter. Année de commémoration, on le disait Jean-Paul Boré, comment, au travers de votre association, vous faites vivre le devoir de mémoire? Comment, à partir du mois d'août, vous allez sensibiliser les Nîmois, les Gardois, à la nécessité de se souvenir? Eh bien, comme nous le faisons depuis la création de la FMD, qui est depuis 1995, nous travaillons actuellement à la rédaction de la biographie de tous les déportés gardois, ainsi que des victimes de la barbarie d'Annecy. Je pense aux 29 résistants du Puy de Sélas, pour lesquels nous avons travaillé sur la création de 2 plaques commémoratives qui seront installées le premier dimanche d'octobre, mais également autour du train fantôme, qui est passé dans le Gard au mois d'août 1944, puisque c'est aussi le 80e anniversaire. C'est aussi le paradoxe, à la fois la libération du pays, mais la poursuite des convois de la déportation, et puis la libération. On a commencé par Auschwitz en janvier 1945, donc nous allons, à la fin de l'année, pouvoir mettre en ligne notre site sur lequel il y aura les 1124 déportés avec leur biographie, ainsi que les 130 victimes de la barbarie nazie. Et puis, nous envisagerons à la fois de participer au Festival de la biographie, comme nous le faisons chaque année à Nîmes, et de publier un dictionnaire biographique papier que nous vendrons en souscription. Et nous allons participer aussi, on envisage des conférences autour de la libération et d'autres hommages que nous allons rendre, comme par exemple à Pierre Gamel, qui était un ancien président de la CCI du Gard, et bien d'autres personnalités. Nous avons cette particularité dans le Gard à avoir des personnalités résistantes qui ont été déportées. Je pense notamment à Maurice Gleize, qui a été un prix très reconnu des Beaux-Arts à Nîmes, qui a été le premier imprimeur de France d'abord, du journal France d'abord par exemple, ou encore Geneviève Antonios de Gaulle et bien d'autres. Un travail de fourmi qui est réalisé, notamment autour des biographies, autour du dictionnaire. Comment s'est-il déroulé ce travail avec les familles, avec les proches de ces résistants et de ces déportés? C'est un travail de très longue haleine. Nous avons commencé il y a plus de 5 ans. Et nous avons eu accès au service historique de la Défense à Caen, où nous payons quelqu'un pour nous numériser la totalité des documents. J'ai environ à ma disposition 80 000 documents dans mon ordinateur par personne, ce qui nous permet de mener des enquêtes, puisque là, c'est complètement officiel. On a les rapports de police et autres, et puis on rencontre des familles, on essaie de rechercher. C'est un véritable travail de fourmi de ce point de vue. Et nous avons la chance d'avoir une équipe de 20 bénévoles très passionnés qui travaillent à la rédaction, donc on respecte évidemment les normes biographiques. Je le dis parce que il y a des livres comme celui de mon ami Armand Cosson qui, à l'époque, parlait de 560 déportés dans le Gard. Dans le travail que nous avons fait d'abord avec Jacques de Callot, mon ami qui est malheureusement décédé, c'était de rechercher partout. On a eu accès à Yad Vashem, au mémorial de la Shoah, et aujourd'hui on en est à 1124. Et on n'en a sans doute pas fini de faire ce travail de fourmi, comme vous le dites. Il y a une méconnaissance encore des Gardois de cette période noire de l'histoire de France, et donc aussi du courage réel de ces résistants, de ces femmes, de ces hommes? Oui, il y a une certaine méconnaissance. Alors, on se le disait en aparté tout à l'heure, quand les déportés sont revenus, nous étions en mai 1945. Donc la France était libérée depuis 10 mois. Donc, il y a eu ce discours mémorable de Maître Bedos dans les arènes avec Jean Roberlet, le fameux journaliste de Londres. Et puis, il y a eu un silence qui s'est opéré pendant plusieurs décennies. Ce n'est qu'ensuite que les déportés sont allés dans les lycées, dans les collèges, et que là, il y a eu la création, notamment de la FMD, de la Fondation pour la Shoah, et d'autres associations, et puis le travail que nous faisons aujourd'hui. Vous parlez des collèges et des lycéens. Vous avez remis il y a quelques semaines les prix du concours national de la résistance, alors qui est à la fois régionalisé, départementalisé.
Et on a vu et pu lire beaucoup d'émotions, à la fois chez vous et aussi chez les lycéens, les élèves. Évidemment, d'entendre ces témoignages-là, et puis de se voir remettre ce prix pour leur travail, parce que là aussi, c'est important de les éclairer sur ce qui s'est produit. Bien sûr, c'est tout à fait passionnant de les écouter parce qu'ils font un travail formidable et ça, c'est grâce à la volonté des enseignants, puisque ça n'est pas obligatoire, vous le savez, dans notre pays. Je plaide toujours pour que la formation de ces enseignants soit prise sur le temps de travail pour qu'il y en ait encore plus qui puissent le faire. Et puis nous allons aussi dans les lycées, et là je le dis, je suis de plus en plus sollicité. En 3 jours, j'ai 3 lycées qui m'ont demandé de participer, comme le lycée Albert Camus à Nîmes, qui m'ont demandé des choses. Il y a un collège, le collège Jules Verne, qui a fait un travail formidable avec des biographies qu'on leur avait confiées. C'est aussi le lycée agricole Marie-Durand à Rodillan, où nous sommes allés pendant 2 jours avec notre exposition pour intervenir devant les élèves. Et là, chaque fois, on s'aperçoit qu'il y a réellement, non seulement une écoute, mais beaucoup de questions. On a même eu des expériences dans des écoles primaires, où je pensais qu'au bout de demi-heure, ils seraient un peu fatigués. On y restait 2 heures. Donc c'est pour dire s'il y a vraiment, si on s'en donne la peine, parce que ce qui est important, nous ne sommes pas des témoins, nous ne sommes que des passeurs de mémoire, mais en même temps, nous avons pour devoir de transmettre la connaissance de ces questions. Pourquoi ? Parce qu'évidemment, on ne va pas faire croire que les nazis ou les nouveaux nazis sont à nos portes, mais par contre, il y a des attitudes, il y a des comportements qui peuvent conduire au refus de l'autre. Le harcèlement, les droits des femmes, la discrimination, les moqueries, etc., etc. Et donc, toutes ces questions-là, on peut les décortiquer à partir de la réalité de ce qu'ont été les camps de concentration. Et puis, le fait qu'il faut le rappeler, les nazis, c'était une race contre toutes les autres. On dit souvent que les jeunes sont totalement éloignés de ces questions-là, en décalage, pas suffisamment cultivés sur ces sujets. Vous dites beaucoup de questions. Qu'est-ce qui vous revient ? Quel témoignage, quel moment fort d'émotion vous reviennent lorsque vous remémorez tous ces rendez-vous avec ces jeunes ? Il me revient que du positif. Alors en plus, j'ai une fille qui a beaucoup travaillé sur ces questions au lycée d'Audet, quand elle était en terminale, et puis j'ai le meilleur souvenir que j'ai, enfin le souvenir que j'ai, c'est dans cette école de Saint-Nazaire, à côté de Bagnols, un enfant, au bout de 2 heures, il vient me voir, il me dit « Mais vous êtes juif, vous ?» Et je lui réponds « Alors, moi, je suis français, je suis républicain, pour le reste, si on te le demande à toi, tu dis que ça te regarde. » Et là, tous ses copains lui ont dit « Tu vois ?» C'est-à-dire qu'il était extrêmement préoccupé par l'idée, en gros, parce qu'on est juif, on devrait souffrir, parce qu'il y a quelque chose qui fait qu'on doit être quand même responsable du fait qu'on nous fait autant de mal, quoi. Et ça, c'est quand même un souvenir, vous voyez, qui est à la fois positif, mais qui me travaille. Parce qu'effectivement, quand on pense que quelqu'un qui est violenté, c'est un peu comme les femmes qui ont violente, que quelqu'un dit mais elle est aguicheuse, donc c'est bien fait pour elle. Et bien là, c'est un peu ça. Et donc c'est tout ça qu'il faut refuser. Il faut arriver à décortiquer tous ces ressorts pour qu'on puisse vivre ensemble. Comment avez-vous vécu la prise de position de la famille Klarsfeld ? Arnaud Klarsfeld, C.H. Klarsfeld, dont on sait le combat acharné contre les nazis, qui annonce il y a quelques semaines préférer finalement le parti du Rassemblement national. C'est assez compliqué quand même quand par ailleurs on défend auprès de jeunes lycéens et collégiens l'idéal de résistance et des figures majeures de la résistance. Je me suis demandé s'il n'était pas atteint du syndrome de Stockholm. Effectivement, je suis abasourdi, parce qu'effectivement, cet homme a fait un travail admirable avec Beit, avec son fils. Et là, ce revirement, je me dis, mais soit Marine Le Pen est une sorcière, soit il y a quelque chose que je n'ai pas bien compris. Je pense qu'il devrait revenir à la raison, parce que les propos qu'il a tenus sont graves par rapport à la communauté juive. Je me dis, mais c'est pas possible d'imaginer un seul instant, puisqu'on a la preuve que ce parti du Rassemblement national est l'héritier de ceux qui ont fait porter l'étoile jaune aux Juifs durant la guerre. On ne doit pas accepter cela. Je pense que M. Klarsfeld devrait réfléchir un peu plus. Vous parliez de témoins tout à l'heure. On a évidemment à l'esprit Ginette Kolenka, qui s'est déplacée beaucoup dans notre région, qui a
près de 100 ans et qui est une infatigable résistante à tout point de vue face aux élèves. On sait qu'en 2024, il est important de prendre le temps d'écouter les témoins de l'époque, de les enregistrer, de les rencontrer et donc d'organiser de nombreuses conférences. On l'a d'ailleurs fait, vous et moi, le 1er juin dernier à midi. C'est important, c'est ce que vous ferez aussi en 2024 ? Bien sûr, et puis nous avons la chance d'avoir des gens dans notre association, des professionnels, même s'ils sont bénévoles, qui nous ont permis de filmer, d'enregistrer des dizaines de déportés. Et donc nous disposons d'un fonds qui nous permet d'organiser des conférences, hommages à ces déportés. Donc ce sont des témoignages, parce que malheureusement, vous évoquez Ginette Kolinka, malheureusement dans le Gard, il n'y a plus de déportés. Le dernier, c'était Massimo, j'oublie son nom, de Saint-Ambrois, il est décédé en novembre 23 et André Julien était décédé en mai 23. Donc effectivement, nous ne sommes pas des témoins, nous conservons ces fonds pour pouvoir les faire écouter, mais nous avons encore une fois le devoir d'être des passeurs de mémoire, de transmettre cette connaissance au sens où Georges Samprun, bien connu, le disait dans l'Écriture ou la vie. Jean-Paul Boré, ça a été un plaisir de vous avoir à ce micro, président des Amis de la Fondation pour la mémoire de la déportation. Est-ce qu'il existe un site internet sur lequel nos auditeurs pourraient se rendre, un lieu en tout cas où vous rencontrez ? Il y a le site internet de la FMD. Nous, le nôtre, pour le Gard, il est en construction, donc pour l'instant, il n'est pas accessible. S'il y en a qui veulent voir à peu près ce que nous faisons, il faut qu'ils aillent sur le site de nos amis de la DT44. DT44. Qui ont commencé ce travail et on travaille ensemble. Et cette semaine, précisément, nous faisons un essai et nous avons rentré 250 biographies pour voir si cela va bien fonctionner. Donc on va travailler. Donc effectivement, parole sera tenue pour que en novembre, décembre ou plus tard, toutes les biographies soient installées. Et puis je forme un vœu, puisque à la fin juillet, je serai reçu aux archives départementales une fois de plus, qu'il y ait un lieu dédié à la résistance et à la déportation, aux archives départementales, où nous souhaitons restituer, donner tout ce travail pour la mémoire collective pour le futur. On vous accompagnera évidemment autour de cette initiative. Merci beaucoup, Jean-Paul Boré. Merci à vous. Merci à toutes et à tous et très bonne soirée. Libre-échange. Une personnalité se livre. Ses créations, ses valeurs, ses engagements. Une émission avec Olivier Biscay.